Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH sur Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise évidemment, et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, finir une carrière, sa carrière, et démarrer du bon pied sa retraite. C'est un sujet d'angoisse pour les cadres et les salariés en général. On en parle avec Petra Bleschke dans quelques instants. Le livre de Smart Job, L'échec scolaire n'existe pas, c'est le titre d'un livre écrit par Juliette Speranza. Elle sera notre invitée. Elle était enseignante, elle ne l'est plus. C'est un livre très critique sur notre modèle éducatif. On en parlera avec elle dans quelques instants dans le livre de Smart Job. Et puis le cercle RH, vous connaissez notre rendez-vous du vendredi, c'est le débat d'actualité avec une thématique, un fil rouge. Le pouvoir d'achat, hausse du SMIC d'un côté, et puis revalorisation du salaire des profs, ça ne nous a pas échappé. On double le salaire, a dit Anne Hidalgo. Utopie ou possibilité réellement de le faire. On en parlera avec nos invités qui seront dans le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, eh bien, moins de salariés, en tout cas beaucoup de salariés rêvent de quitter ce statut pour peut-être devenir entrepreneur. On fera le point avec Julien Morisson. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, notre rubrique. Alors on va s'intéresser à une partie de la carrière qui est parfois un peu une angoisse parce que c'est parfois pour des cadres, le moment de la retraite, un moment où on a une appréhension. On va en parler avec Petra Bleschke. Bonjour Petra. Bonjour. Vous êtes Arnaud. coach, formatrice. Vous avez créé votre entreprise à 40 ans. Oui, j'ai changé ma voix surtout. Changé de voix. C'est ça. Arc Innovation, et puis vous avez une palette de produits que vous proposez aux entreprises en direction de ceux et de celles qui voient arriver doucement l'âge de la retraite, qui est un peu comme ça le moment de l'angoisse. Exactement. D'abord un petit mot sur vous, ingénieur de formation, une carrière dans l'industrie. Oui. Puis à un moment donné dans votre vie, vous dites moi je voudrais devenir entrepreneuse. Pas forcément. J'avais au début de la quarantaine, j'ai pas ressenti vraiment une crise de la quarantaine, mais je me suis posé plein de questions. Et je me suis dit, il y a peut-être encore autre chose dans la vie que les chiffres, les objectifs à rendre. Je voulais me rapprocher plus de l'humain. Et je suis devenue formatrice chez Arc Innovation. Arc Innovation, finir ma carrière en beauté, démarrer une retraite du bon pied. Pourquoi ? C'est une cause d'angoisse des cadres. C'est un moment d'angoisse, ce moment-là ? Je dirais oui, mais pas tout le temps. Mais il y a une grande partie où j'observe dans les entreprises qu'une carrière qui s'est très bien déroulée pendant 20, 30, parfois 40 années, et à la fin, elle se termine sur une note négative. Donc les dernières années, les gens ne se trouvent plus à leur place. Et moi-même, je m'approche de la retraite, donc c'est effectivement quelque chose qui me préoccupe et que j'ai étudié aussi à travers de mes clients dans les entreprises chez Arc Innovation. Alors, Petra Bleschke, il y a plusieurs profils de retraités. Il y a celui qui va quitter sa carrière après 35 ans, 40 ans de bons et loyaux services, parfois dans la même entreprise, ça arrive encore, et qui va décider de changer de vie, de prendre du temps pour lui. Puis il y en a plein d'autres, et vous devez les croiser, qui décident de continuer parce qu'ils ont beaucoup à apporter. C'est quoi la proportion de ceux qui décident de partir à la pêche et de ceux qui décident de continuer à travailler ? C'est pas facile à dire parce que je connais peut-être pas tous les publics, les différents. De ceux que vous rencontrez. Ceux que je rencontre, il y a des personnes, il y a deux choses. Il y a des personnes qui sont tellement fatiguées et qui ont une seule envie de dire je termine, je commence ma retraite et je verrai. Je souffle. Je souffle, je prends du temps et c'est tout à fait normal. C'est quelque chose qui est humain et c'est peut-être une année après qu'eux, ils s'ennuient, ils se disent quel est le sens de ma vie et qu'est-ce que je veux faire et qui nous contactent. Qui nous contacteront. Et qui viennent vers vous. Exactement. Et puis il y a ceux qui veulent continuer leur activité avec des entreprises, parce que ce sont vos clients, les entreprises, qui vous disent moi je vais avoir des cadres qui ont 52, 53, 54, vous savez c'est le débat politique aujourd'hui sur les retraites, c'est la campagne présidentielle en France, et qui vont être remerciés par l'entreprise. Ceux-là aussi, vous les accompagnez ? Absolument. Et en fait, initialement, quand on a créé la marque Flow 50+, on avait choisi Flow 55+. Et vous êtes redescendu. Et on a fait on a interviewé des grandes DRH, des grandes entreprises en Alsace.
Et on nous a conseillé de descendre à 50 plus, parce que c'est là, effectivement, où les entreprises commencent à chasser les personnes et à dire, bon, ça colle plus. C'est terrible ce que vous dites, parce que c'est le débat qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut travailler jusqu'à 64 ans, mais vous rencontrez des cadres qui, à 51, 52, alors ceux-là, on ne peut pas les considérer comme des retraités, Petra? Absolument non. Et surtout parce qu'il y a une grande ambiguïté entre ce que nous vivons, les jeunes retraités ou proches, les personnes proches à la retraite, parce qu'on se sent hyper dynamique, vital. On a gagné 20 années de vitalité de vie par rapport à nos grands-parents, arrière-grands-parents. Et c'est prouvé. Hein. On vit plus longtemps. Exactement. Et plus... En meilleure santé. En meilleure santé, exactement. Et à l'autre côté, ce quota, l'âge dans l'entreprise, ça baisse continuellement. Il y a un effet ciseau qui est terrible. Il y a un effet ciseau qui ne va pas. Et ça crée extrêmement de tension. Et surtout de points d'interrogation. Et bien sûr d'angoisse, parce que ces personnes, ces femmes, ces hommes ont encore envie et peuvent encore beaucoup apporter à l'entreprise par leur expérience, leur énergie. Vous mettez en place le meilleur reste à venir. Alors ça, c'est important qu'on en parle, parce que vous avez évoqué Flow 50+. On a compris que vous aviez redescendu de 5 ans le curseur. Oui. Et puis là, c'est une formation live 100% en ligne. Comment ça marche? C'est l'entreprise qui dit on va la mettre en place pour nos cadres qui partent. Comment ça se passe techniquement? En fait, oui, ça c'est notre souhait, et je pense que c'est une discussion qui vient de commencer. Donc c'est une proposition, un parcours qu'on présente pour une première fois à partir du 14 octobre cette année, pendant les 6 mois en hiver, pour effectivement inciter soit le particulier ou soit les RH de dire, bon, ça c'est un parcours, on le conseille à nos collaborateurs. Qu'est-ce qu'on lui propose en distanciel? Qu'est-ce qu'on lui dit à ce cadre qui est en train de changer de vie? Qu'est-ce que vous lui dites? En fait, c'est surtout un travail sur soi-même. Et d'abord, de calmer le tourbillon de toutes les idées qu'on a en tête, parce qu'on a carte libre, hein. On peut tout faire, tout est permis aujourd'hui à l'âge de 60, 65 ans, tout est possible. Et c'est ça la problématique. Donc on calme un peu les jeux et on fait d'abord un travail, un état des lieux. C'est pas la fin de votre vie, c'est une nouvelle vie. Exactement, exactement. Donc une sorte de bilan de compétences de fin de carrière. Exactement, où je me trouve, où je me suis, quelles sont mes envies et qu'est-ce que je souhaiterais peut-être plus faire ou encore faire. Parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent quand même vivre leur rêve, mais ils ne savent pas trop où commencer. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est la période, lorsqu'arrive ce moment, à 50, 55, 60, où on se dit, je vais enfin pouvoir vivre mon rêve. Oui, ça, vous l'entendez? Oui, c'est vrai. Je vais enfin pouvoir faire ce que j'ai toujours voulu faire. Oui, et c'est surtout dans notre génération, parce qu'on est quand même éduqué, le sens du travail, il faut être fiable. Il faut bosser. Bien sûr. C'est quand même très ancré. Très ancré. Oui, bien sûr. C'est ça. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'on largue un peu les amarres, quoi. On se dit, après tout, accompagné par votre formation, on largue les amarres et on essaie des choses, on tente des choses. Oui, et surtout, on ne veut pas forcément forcer les personnes à se décider à faire encore quelque chose. C'est prendre le temps aussi. C'est prendre le temps. Pour ça, on a décidé de faire cet accompagnement, 2 rencontres par mois, pendant 6 mois, pour vraiment dans les temps et entre les sessions, que les gens puissent réfléchir, échanger avec les autres, observer leurs univers, parce qu'on se fait parfois aussi un film. Voyez. Bien sûr. Donc, ce n'est pas toujours la réalité. C'est de se recentrer et de raccorder la réalité avec ses rêves. Oui, et surtout, à se connecter à ses valeurs, à ses envies, et finalement, ses actes, pour qu'il y ait une cohérence. Je pense que c'est ça qui est très intéressant, et donner une sens à sa vie. Merci Petra Bleschke. Je rappelle qu'à partir du 14 octobre, il y a cette formation 100% en ligne. C'est la raison pour laquelle vous étiez là, entre autres, proposée aux entreprises qui elles-mêmes le proposeront. Et les salariés peuvent en direct, évidemment, se connecter à Arc Innovation avec ce programme 100% en ligne Flow 50+. C'est bien cela ? Exactement. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci à très bientôt. Merci d'être venu nous rendre visite. La suite de notre programme, c'est Smart Livre. Chaque vendredi, bien un livre présenté, dévoilé, et son auteur est avec nous. On parle éducation aujourd'hui. C'est un sujet qui est dans l'actualité et on en parle.
Le livre de Smart Job. Alors, on va quitter un peu la sphère du management, des RH, encore que on va s'intéresser à l'éducation. On accueille Juliette Speranza. Bonjour Juliette. Bonjour. Enseignante. C'est impropre. Vous étiez enseignante, vous avez traversé pas mal enseignante en secondaire, vous avez été en classe supérieure et puis vous avez été aussi enseignante en primaire. Merci d'être là. Le livre L'échec scolaire n'existe pas. Une nouvelle chance pour votre enfant, c'est sorti chez Albin Michel et vous êtes venu sur notre plateau il y a quelques mois faire un débat justement sur cette question avec deux autres invités dans le débat. Ce livre est assez à la fois bouleversant, passionnant et déroutant. D'abord parce que vous racontez dans ce livre, c'est ça qui est très intéressant, ce n'est pas un livre dogmatique, c'est un livre où vous racontez vos expériences de vie. Des expériences assez incroyables d'enfants en difficulté, cet enfant de 7 ans qui peine à lire, qui est moqué par les élèves, elle se retrouve en situation très délicate, et un enseignant qui ne l'aide pas. Vous dénoncez à travers ce livre un modèle éducatif qui est quoi ? Qui est du 19e, hors temps, hors cadre. Comment on pourrait le définir ? Oui, on pourrait dire qu'il est hérité effectivement du 19e, mais en même temps, il se retrouve dans un contexte actuel et il est d'autant plus inadapté aux enfants, au monde d'aujourd'hui, aux attentes qu'ont les citoyens d'aujourd'hui par rapport à l'école. Réglons ce problème. Vous avez quitté l'enseignement, mais je le dis, vous avez passé toutes les strates de l'éducation, vous avez fait des formations, vous avez fait des stages, vous dites très très courts d'ailleurs, les formations, des collègues démobilisés que vous croisez dans le train, qui sont blafards, qui disent j'en peux plus, il y a de la violence dans ma classe. C'est de la faute des profs, pour le dire un peu directement, ou c'est de la faute du système ? Non, pas du tout. Oui, c'est de la faute du système. Alors, je sais que ça peut paraître un peu facile de dire c'est de la faute du système, mais oui, le monde enseignant est pris dans un système que nous validons encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il faut réagir maintenant, je pense. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Il faut réagir. Ce livre est très documenté aussi sur la manière dont vous êtes écrasés, vous les profs et vos directeurs d'école, de lycée ou d'établissement, par la paperasserie administrative. Vous dites à un moment donné, j'ai même plus le temps de regarder mes élèves, j'ai plus le temps de pouvoir parler avec eux, tellement je dois les noter, les évaluer, faire remonter tout ça sans trop savoir où ça va. Enfin, on en crève de ça en fait. Ah oui, l'humanisme est complètement écrasé effectivement par l'administratif, par les compétences, les petites cases à cocher. Et finalement, on oublie quand même qu'au cœur de cette relation pédagogique, éducative, il y a vraiment... Il y a de l'amour, parce que vous dites qu'il y a de l'amour. Oui, il faut arrêter de... Enfin, ça, c'est en France, on a vraiment une relation au savoir. Il faut être à distance. Voilà, il faut être à distance, il faut être très protocolaire. Pourtant, il y a des personnalités médiatiques d'aujourd'hui le disent quand même qu'il y a forcément de l'affect dans ce type de relation, et on résiste à la relation avec les enfants, à la relation avec les parents. On se blinde, on se protège. Voilà, Vous avez été enseignante. On se protège, mais pour moi c'est contre-productif en fait, parce qu'on s'attire finalement les foudres des familles finalement en restant distant. Il n'y a pas de compréhension réciproque. Monde enseignant, monde familial, donc du coup ça crée évidemment des incompréhensions et des conflits. Dans le livre, il y a votre expérience. La paperasserie, vos inspections, on vous dit qu'il faut être un fonctionnaire de l'État, madame. Globalement, c'est le bazar dans vos feuilles. Tout ça n'est pas organisé, c'est très humiliant, c'est très déroutant pour les enseignants. Puis il y a un deuxième sujet qui est l'accompagnement de ces élèves dont on dit qu'ils sont nuls, qu'ils ne savent rien faire. Et vous dites, on a tous une chance, on est tous capables de grandir et de se construire. Sauf qu'on ne peut pas se construire dans le modèle éducatif tel qu'il est proposé. Vous êtes d'accord avec ça ? Voilà. C'est toute la thèse de votre livre. Voilà, c'est pour ça que c'est urgent de le repenser en profondeur et non pas d'aménager, parce que je crois que c'est vraiment un impératif, je dirais à la fois pragmatique, puisqu'on sait que ça fonctionne, mais c'est aussi un impératif éthique de croire dans le potentiel de tous les enfants et de les accompagner. Et puis voilà, les gens avec qui je peux travailler, qui ont de l'expérience, qui ont des expériences de dizaines d'années dans des écoles avec des enfants en difficulté, avec des enfants spécialisés, dans des écoles spécialisées avec des enfants en situation de handicap, eh bien, ceux qui arrivent, qui gardent la foi, c'est ceux qu'on laisse finalement se connecter avec les élèves, ceux auxquels on laisse le temps finalement de connaître leurs élèves et de les accompagner selon leur profil. Le diagnostic, il est très lourd. Hein. Ce que vous décrivez, c'est un univers très lourd qui démarre par le fait qu'on éliminait tous ceux qui avaient un peu les oreilles décollées, ceux qui se rongeaient les ongles. Oui, ça date. Non, mais ça date, mais c'est un peu ça l'école. C'est-à-dire que c'est une on tête. a des stigmates, oui. Et donc finalement, ça élimine tous ceux qui sont un peu différents de l'école. J'ai envie de vous poser la question à l'envers, dans cette espèce de mammouth, puisque c'était le terme utilisé par
il y a longtemps, le ministre de l'Éducation nationale qui voulait le dégraisser, ce mammouth. Ça lui a coûté cher d'ailleurs, rappelez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les propositions? Alors vous évoquez des pistes de la neuroscience, la neurodiversité, vous avez étudié beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place concrètement? Bah moi, je travaille clairement sur une thèse sur la neurodiversité et les normes scolaires. Et donc, je vais en observation dans des milieux très différents. Et déjà, je pense que la base, ce serait vraiment... Donc, il faut vraiment tout repenser depuis le début. Et la base, ce serait vraiment de faire une école... On appelle ça l'école inclusive aujourd'hui, mais pour moi, elle n'est pas du tout inclusive. Et ce serait faire une école qui est ouverte à tous les élèves et qui réunisse des compétences diverses, c'est-à-dire les compétences qu'on peut avoir aujourd'hui du côté des enseignants spécialisés, de certains professionnels et des enseignants dits ordinaires, par exemple. Bon, évidemment, il y a la question des effectifs, mais il y a vraiment aussi tout un changement de culture et de formation. Il faut vraiment changer la conception qu'on a de l'école et que l'institution accepte de changer sa culture et de prendre en considération son rôle qui est d'accompagner tous les enfants et pas de faire une sélection, parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir de cette sélection. Concrètement, le système tel qu'il est bâti, c'est impossible d'aménager ce que vous proposez. Globalement, c'est impossible. C'est très hiérarchisé, l'inspection d'académie, le ministère, des directives qui changent souvent. C'est-à-dire, on remet quoi? On remet tout à plat? Parce que c'est le pouvoir politique, excusez-moi de rentrer un peu dans le dur, mais s'il n'y a pas une réforme de fond, il faut une réforme de fond. On va tuer nos gosses, c'est ce que vous dites. Oui, il faut vraiment arrêter de rajouter en permanence des dispositifs. Il faut vraiment changer tout depuis le départ. On accueille tous les enfants, on forme mieux les enseignants, on traite mieux aussi les enseignants pour qu'ils soient... On va en parler dans le débat. Le fameux salaire. Oui, il y a le salaire, mais il y a tout ce qui va avec. Il y a la reconnaissance, il y a toute cette violence institutionnelle dont j'ai déjà parlé, dont je parle dans le livre. Oui. C'est vrai que le regard des inspecteurs, les gens qui vous vérifient. Voilà, dans certains pays, il n'y a plus d'inspecteurs. Je veux dire, les inspecteurs, peut-être qu'on a besoin d'eux en classe, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut vraiment repenser les choses. Mais excusez-moi d'y revenir. Dans notre pays, en France, mais c'est vrai dans d'autres pays développés, dits riches, il y a plutôt la notion de performance qui est liée à l'école. Et vous parlez d'autre chose. Vous dites il faut laisser les enfants s'épanouir, grandir à leur rythme aussi. Comment on fait entre ces impératifs de performance, de résultats, et puis cet épanouissement? En fait, ce qui est tout à fait paradoxal dans l'attitude de l'institution, c'est qu'en fait, elle se tire une balle dans le pied parce qu'elle court après ce qu'elle appelle le rendement scolaire, la performance, et qu'en fait, les enfants, quand ils vont bien, quand ils sont bien accompagnés, c'est une évidence ce que je dis, mais quand on est à l'écoute vraiment de leur rythme et qu'au lieu de les contraindre, de leur infliger du stress, des savoirs pour lesquels ils ne sont pas forcément prêts, réceptifs, au lieu de leur donner toutes les conditions d'apprentissage idéal, on va dire, eh bien, on s'obstine à les mettre dans une posture qui ne favorise pas l'apprentissage. Donc, du coup, le rendement, finalement, il viendrait aussi avec cette notion de bienveillance, d'accompagnement. Vous dites qu'il y aurait d'aussi bons résultats, voire de meilleurs résultats, si on laissait les gens pousser aussi à leur rythme. Oui, c'est évident. Il y a un petit côté Montessori. Non, mais je vous pose cette question un peu naïvement. Il y a beaucoup de parents qui mettent leurs enfants chez Montessori en disant ils vont s'épanouir, ils vont grandir, il n'y a pas de notes, on fait un peu ce qu'on veut. Alors, ce qu'on voit dans les écoles Montessori d'aujourd'hui, c'est souvent quand même des écoles qui mixent un peu, qui sélectionnent un petit peu certaines choses. Je pense qu'il ne faut pas être dogmatique en pédagogie. Je pense que pour certains enfants, la pédagogie Montessori peut être très bien. Pour d'autres, elle ne convient pas du tout. Donc, il faut vraiment, justement, moi j'appelle ça la pédagogie réactive, mais il faut vraiment mettre en place une pédagogie qui soit à l'écoute des enfants et qui soit réactive suivant leur profil, leurs difficultés, leur centre d'intérêt. Les soft skills, c'est un mot qu'on utilise beaucoup sur ce plateau, c'est les qualités hors diplôme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de recruteurs qui disent moi, je recrute aussi sur les soft skills, sur l'attitude, sur la façon d'être. Puis on a aussi beaucoup de chefs d'entreprise, quand on parle avec eux un peu sérieusement, qui disent moi, j'ai quand même des salariés qui arrivent, que je viens d'embaucher, qui sortent de l'école, qui savent rien faire. Est-ce que notre école est en train de craquer? Est-ce que notre système, puisque c'était un film qui s'appelait Ma cité va craquer, est-ce que l'école va craquer? Je pense qu'il va forcément... Alors, je ne sais pas de quelle manière, mais je pense qu'on ne peut pas du tout continuer comme ça. Et on le sent bien, c'est palpable. Les parents, les enseignants, les personnels d'éducation, les ATSEM, les AESH n'en peuvent plus. Personne n'est mis dans des conditions, on va dire, favorables, alors que... En réfléchissant, mais effectivement, c'est aussi une question de budget, de politique. En repensant tout depuis le départ, on pourrait quand même faire beaucoup mieux. On peut regarder aussi vraiment ce qui se passe à l'étranger d'un point de vue budgétaire. Donc, je pense vraiment, qu'il va falloir que ça change de manière radicale. Jean-Michel Blanquer l'a lu, votre livre? Vous lui avez envoyé? Oui, il l'a lu et selon ses propos, il l'a apprécié.
Il l'a apprécié. Oui. Donc, Alors, on verra, hein, vous allez nous proposer un rendez-vous? J'ai eu un rendez-vous avec un de ses conseillers Et et donc on a des échanges par rapport à certaines propositions. Donc après, les fruits que ça va porter se verront sur le long terme. un mot quand même, parce que ces professeurs que vous décrivez, qui c'est des collègues, celui qui garde son casque en vous demandant si le train va dérailler, vous êtes dans le train, il a gardé son casque de vélo, il est blafard, et il vous donne des exemples concrets de sa vie en classe, parce que c'est intéressant d'avoir des ressentis de prof, des violences, des élèves qu'il n'arrive plus à maîtriser, et vous lui dites, mais comment on a pu t'envoyer là, tu n'as aucune expérience. C'est quand même terrible ce système éducatif où on envoie les plus fragiles dans les postes les plus difficiles. Ça c'est une base de réforme, non, j'imagine? C'est une réflexion oui, que c'est vous vraiment menée. ce que j'ai voulu dénoncer dans le livre, c'est qu'il y a une violence vis-à-vis des enfants, mais il y a aussi une violence vis-à-vis des enseignants. Et effectivement, c'est à dégoûter du impensable. métier. Oui, voilà, on dégoûte les enseignants du métier par ce genre de situation, par le traitement qui leur est infligé, et puis le peu d'accompagnement aussi qu'ils vont avoir dans ce genre de situation, parce que souvent, effectivement, non seulement ils sont mis dans des écoles où il y a déjà énormément de difficultés, mais en plus, effectivement, ils vont pas avoir le soutien, rarement en tout cas, le soutien nécessaire, indispensable pour pouvoir s'en sortir. Une nouvelle chance pour votre enfant, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les parents. La crise économique, la peur qu'ils ne trouvent pas un emploi. Les professeurs, ils parlaient de l'entreprise. Comment ça se passe, vous qui étiez de l'intérieur? Comment ils regardaient, comment vous regardiez le monde de l'entreprise? Parce que ces gosses que vous avez formés, que vous avez aimés, enfin en tout cas apprivoisés, parce qu'il y a quand même beaucoup de cela, vous vous êtes approchés d'eux au plus près. Ce sont des enfants qui, dans 15 ans, seront salariés, cadres, et seront... Ils en parlent de cette importance que vous avez, qu'ils ont, pour faire grandir une nation? Les enseignants? Les enseignants? Non, je crois pas. Non, je crois qu'il y a... Oui, je crois qu'il y a effectivement il y a une déconnexion, mais qui est due aussi à leur formation. On leur inflige en fait de rester dans la culture scolaire, dans le monde scolaire. Et effectivement, à part quand j'ai travaillé en centre de formation pour apprentis, où là forcément il y a une connexion. Là, oui. Il manquait effectivement cette notion de cette vision à long terme, effectivement les conséquences qu'il allait y avoir sur le monde du travail. Mais beaucoup d'enseignants ne connaissent pas le monde du travail. Évidemment. Et ça, moi, c'est quelque chose dont je parle dans le livre, mais que je développerai certainement plus tard, mais c'est que il faut qu'il y ait plus de connexion entre le monde enseignant et le monde, je vais dire, extérieur. C'est pas que le monde de l'entreprise, la vie réelle, artistique, etc. Parce que c'est vrai que les enseignants qui n'ont jamais fait autre, et moi j'avais fait autre chose. C'est vrai que ça a changé mon regard. J'avais fait d'autres choses. J'ai eu beaucoup d'expériences à droite à gauche en parallèle de mon parcours, et je pense que ça m'a aussi aidé à avoir un regard un peu distancié. Au final, avant de nous quitter, d'abord, il faut lire ce livre parce que c'est quand même un éveil, un éclairage très, très neuf de la manière dont on pourrait réinventer notre modèle éducatif. Puis c'est aussi vraiment une photographie de la réalité des salles de classe, des angoisses des profs. Au final, vous êtes quand même partie de l'éducation nationale. Enfin, vous n'avez pas réussi à abattre le mammouth. Non, j'ai pas réussi. Alors j'espère. Là, vous le touchez avec une lance qui est votre livre. Oui, mais je vais pas me décourager. J'ai des engagements aussi associatifs, et puis donc je fais de la recherche, mais voilà, j'essaie de faire de la recherche de terrain, de travailler avec des enseignants, et je pense qu'on a vraiment besoin. C'est une recherche en philo, et je crois qu'on a vraiment besoin. On les a beaucoup dénigrés, mais on a vraiment besoin des sciences humaines, de la philosophie, de la sociologie pour mieux comprendre les failles du système actuel et pour le changer. Encore une fois, en profondeur. Mais faites-vous, Juliette, vous allez finir conseillère du prochain ministre de l'Éducation nationale. Ah bah ça, on verra qui passe, hein, parce que là... Non, mais votre rapport est nécessaire, est utile. Il faut des voix qui s'élèvent. Bah écoutez, j'espère qu'on sera entendu, en tout cas. Vos collègues l'ont lu, votre livre? Vous avez gardé contact avec tous ces collègues qui ont fait partie de votre quotidien pendant des années? Ils vous ont dit, c'est génial, t'as raison, ou ils vous ont dit... Je t'exagère un peu, Après, Juliette. ceux qui partageaient mon quotidien connaissaient le livre par cœur parce que c'était mon discours quotidien. Vous étiez en révolte à l'intérieur déjà. Ah oui. Vous preniez des notes pendant, quoi. Après, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que j'ai eu beaucoup de retours de parents, je m'y attendais, mais d'enseignants qui vivaient la même chose à l'intérieur et qui avaient vraiment envie que ça bouge et qui ne savaient pas comment, qui se sentaient piégés. Parfois piégés tout simplement économiquement, et puis parfois aussi par le sens du devoir, parce que c'est quand même dur de quitter les élèves. Donc là, j'ai vraiment été touchée. Je me suis dit, il faut vraiment que ça porte, ça donne vraiment envie de mener plus d'actions. Ça fasse tache d'huile. Voilà, mais je pense que vraiment, il se passe quelque chose et il faut que ça continue.
L'échec scolaire n'existe pas chez Albin Michel. À lire, vraiment, il faut lire ce livre. Une nouvelle chance pour votre enfant, écrit par Juliette Speranza. Et vous êtes, j'imagine, sur déjà d'autres projets d'écriture pour prolonger ce livre? Ouais, de recherche, parce que donc, du coup, je fais de la recherche là-dessus, et d'écriture aussi, oui, effectivement. Et d'écriture. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Pour ce livre Coup de poing, mais pas seulement, parce que c'est un livre qui parle d'amour et d'intérêt pour les élèves. Il y a souvent les élèves qui disent « mon prof ne s'intéresse pas à moi et c'est assez douloureux pour l'élève d'entendre ça. Merci d'être venu sur notre plateau pour le livre de Smart Job. On fait une courte pause et on va s'intéresser au débat. Là, Juliette Speranza ne va pas être dépaysée. C'est le pouvoir d'achat. SMIC d'un côté, hausse des salaires, puisque c'est dans l'actualité, et puis doublement du salaire des profs. C'est une proposition qui a été lancée par Anne Hidalgo. Alors c'est vrai qu'elle a fait couler beaucoup d'encre, cette proposition. Combien va-t-elle coûter? Est-ce que c'est utopiste? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est nécessaire? On en parle avec mes invités. Ils me rejoignent juste après cette pause. Le cercle RH, le débat d'actualité, comme chaque vendredi, je vous présente mes invités. Ça va être un fil rouge sur le pouvoir d'achat, parce que hausse du SMIC, hausse des salaires, qui a été le débat lancé par le MEDEF et Bruno Le Maire il y a quelques semaines, mais qui est toujours dans l'actualité, car les candidats à la présidentielle ont repris cette thématique sur la hausse des salaires. Et puis, hausse des salaires très spécifique, là, lancée par Anne Hidalgo, ça a fait couler un petit peu d'encre, le doublement du salaire des profs. Alors, c'est un débat passionnant, mais qui suscite un vif débat, et pour ne pas dire une polémique. Marine Balançard est avec moi, directrice générale du cabinet de formation et de conseil Ariséal. Bonjour Marine. Je précise que vous écrivez régulièrement des articles sur la décision, qu'est-ce que la décision, comment on la prend. Je le dis régulièrement parce qu'il y a beaucoup d'articles que vous écrivez dans des journaux sérieux comme l'Obs notamment, ou d'autres. L'Express, voilà. le Huffington Post. Le Huffington Post, absolument. Pascal Johannin, honneur aux femmes, DG de la Fondation Robert Schuman. Vous m'avez dit tout de suite, je ne ferai pas de politique politicienne française, on parlera d'Europe. Parce qu'il y a un vrai débat européen sur tous ces sujets, le pouvoir d'achat et le SMIC notamment. Le rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2021, ça c'est le dernier livre. Et puis ce livre très pédagogique, l'Atlas permanent de l'Union européenne, avec Jean-Dominique Giuliani, qu'on salue au passage. Ces deux livres, merci d'être avec nous. Commençons par le SMIC, revalorisation du SMIC. Alors, j'allais dire, c'est assez traditionnel. Certains ont dit, tiens, le gouvernement met un coup de pouce. Non, François Vigne, Marine Balançard, c'est pour régler le débat de l'inflation. L'inflation est montée, on hausse du SMIC. On le valide, ce SMIC? Il faut augmenter le SMIC? Oui, bah là, c'est une augmentation... 35 €? C'est mécanique, en fait. Il y a une formule, c'est mécanique. D'accord. Voilà. Donc on passe à autre chose. C'est automatique, c'est mécanique, c'est pas une augmentation du pouvoir d'achat, c'est un rattrapage du pouvoir d'achat. Donc, voilà. Rien à dire de plus. Je me permets de le dire parce qu'il y a un débat européen sur le SMIC. Certains ont dit qu'il faudrait unifier les SMIC parce qu'il y a un débat en ce moment à la Commission européenne et des députés européens planchent sur le sujet avec un salaire médian européen. Alors, ce qui fait que si on se fixe le SMIC bulgare doit être à 600 € ou 700, puisque j'en ai parlé à une députée européenne très récemment. Le SMIC, c'est un débat qui agite l'Europe? Alors, les questions sociales agitent l'Europe. Et donc, dans les questions sociales, qui n'est pas une compétence de l'Union, encore une fois, mais qui devient une compétence de l'Union avec les crises à répétition que nous avons vécues, puisque, en effet, ces questions sociales appartiennent aux États membres. Donc, ce sont aujourd'hui les États qui fixent s'il y a un salaire minimum, et la majeure partie des États membres en ont un, mais il y en a encore 6 qui n'en ont pas. L'Allemagne, c'est tout récent. C'est très récent. Voilà. Un peu supérieur au SMIC français. Et dans ce SMIC, les États membres mettent en effet le niveau du SMIC à un niveau. Alors en effet, le premier État, ou celui qui a le plus haut SMIC, c'est nos voisins luxembourgeois, puisque c'est au-dessus de 2 000 € mensuels. Mais c'est lié à ce qui existe comme rémunération dans le Grand-Duché du Luxembourg. Et en effet, les plus bas sont en Roumanie et Bulgarie, qui nous ont rejoints en 2007, et en effet pour lequel, si on fait le ratio, aujourd'hui, en effet, ça paraîtrait comme un tout petit. Et la France, dans tout ça, est plutôt bien placée. On est en effet le 6e ou le 7e.
Légèrement en dessous des européens. Allemands. Voilà. Juste en dessous, en effet, les Belges et les Néerlandais. Mais enfin, voilà, donc on n'est pas à plaindre. Mais en effet, la question alors non pas de l'harmonisation, parce que bien entendu, les luxembourgeois vous disent, si vous voulez harmoniser, on va tout de suite au niveau luxembourgeois. On travaille sur le pas médian. possible. Mais par contre, en effet, déjà, instaurer un salaire minimum là où il n'y en a pas, et essayer de voir en effet comment on peut faire que cette question soit prise en compte dans les débats européens pour qu'en effet, il n'y ait pas un décrochage, ou du moins une trop grande différence entre les États pour qu'il n'y ait pas de dumping social. Mais oui, qui a lieu en ce moment. François Vigne, je vous présente. Vous avez vu, j'ai présenté les femmes. C'est très Vous êtes bien, resté c'est extrêmement poli, mais place aux hommes aussi. Et vous êtes membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et puis vous êtes associé chez Sycomore. Voilà, je vous ai présenté intégralement sur ce plateau. Le débat sur le SMIC européen, il y a un débat, les députés européens travaillent, il y a des réflexions sur le sujet. Il y a eu un débat en France, et je m'adresse au chef d'entreprise que vous êtes. Vous l'avez entendu, cet échange entre Bruno Le Maire et le patron du MEDEF. Il faut augmenter les salaires. Alors tout le monde a dit, ah oui, mais attendez, on les augmente ou pas, ces salaires? Est-ce que aujourd'hui le débat se pose sur la hausse des salaires ou sur la baisse des charges? Je pense que là encore. Non mais vous voyez, on peut prendre le problème des deux côtés. Je pense que je pense qu'il faut d'abord peut-être reprendre un peu de hauteur, parce qu'aujourd'hui on voit des Pères Noël partout. En général, ils arrivent plutôt en novembre, là ils sont arrivés dès septembre. Il y a des Pères Noël partout, et donc tout le monde dit qu'il faut distribuer l'argent, et on voit que l'argent actuellement tombe partout, ce qui est très bien. Oui, c'est vrai. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui on a quand même d'autres problèmes. On sort d'une crise. L'année dernière, le PIB a chuté de 8% à peu près. Les revenus ont augmenté plutôt de 0,5%, donc il n'y a pas eu de problème sur les salaires. On a toujours 8% de chômage. Donc aujourd'hui, il faut quand même se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de tous les exclus du système? Nous, on nous dit c'est la reprise totale, c'est les 20 glorieuses qui nous attendent. Hein. Non, parce qu'aujourd'hui, la surcroissance que nous avons, ce n'est qu'un rattrapage de croissance, pour être très clair. Et on voit bien que dans les prévisions de croissance, l'année prochaine, on aura plutôt à 2,3, sont à 1,5, peut-être 1,9 en 2023. On n'est pas dans une ère de très grande croissance. On est dans le rattrapage de la croissance. Il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, parce que pas d'euphorie. Trop augmenter les salaires, ça risque aussi de créer l'inflation avec tous les mécanismes qu'on voit ensuite en chaîne. Et par ailleurs, autant les salariés ont été assez bien protégés l'année dernière, autant tous les exclus du système, que ce soit les plus pauvres, et qui représentent entre 10 et 15% de la population, les jeunes ont été, eux, très impactés. On a toujours 8% de chômeurs aujourd'hui, ce qui est un taux très élevé. Le gouvernement communique sur l'idée qu'on est revenu au taux de chômage d'avant Covid. Oui, mais il n'empêche que 8%, c'était un taux de chômage très élevé. Les Allemands fonctionnaient avec la moitié de chômage en moins. Oui, ce qui permet de régler beaucoup d'autres choses. Donc ne nous tournons pas de sujet. Aujourd'hui, le problème n'est pas tellement d'augmenter les actifs. Il peut y avoir des entreprises dans lesquelles il faut réajuster. Pour être tout à fait clair, nous, aux EDC, nous sommes pour la juste répartition de la valeur. Il est normal que les salariés participent aux fruits de la croissance. Il ne faut pas que les entrepreneurs ou que n'importe qui profitent. Les écarts soient trop importants. Et donc, il est très important que les salariés profitent de la création de richesses communes. Inversement, si c'est au détriment des plus exclus, de tous ceux qui sont en dehors du système, c'est extrêmement mauvais. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on risque de faire. Là encore, les insiders, les outsiders. Vous vous rappelez, c'était les mots d'Emmanuel Macron pendant sa campagne. Mais c'est un vrai sujet. On le voit tous les jours, c'est un vrai sujet. Donc aujourd'hui, s'il y a des surplus de croissance, soit on peut être affecté à la dette, soit plutôt à l'inclusion de tous ceux qui sont aujourd'hui en dehors du système, et des jeunes qui ont été très défavorisés par cette crise. Il y aurait bien une petite cagnotte de 20 milliards, nous dit-on, mais qui a déjà été dépensée forcément. Mais il y a une cagnotte puisqu'il y a une reprise économique, donc forcément de la cotisation. Marine Balançard, la question des salaires, mais qui est liée d'ailleurs au SMIC, qui est liée au débat du pouvoir d'achat. On augmente ou pas? C'est vrai qu'il y a le côté euphorique, il y a Noël, il y a le plan européen qui arrive, on se dit qu'il y a de l'argent. On augmente ou on n'augmente pas? Parce que l'augmentation des salaires, c'est aussi de la consommation et c'est de la croissance. Et je rappelle qu'on a quand même augmenté d'aide de 5 à 600 milliards dans l'intervalle. Au passage, 450, vous êtes sur 600, vous? On est plutôt, à la seule année, on devrait être... D'accord. Moi, j'étais resté à 450 milliards, la dette Covid. Très bien. On peut dire un demi-trillion d'euros. Un demi-trillion. Parce qu'un trillion, plus personne ne sait ce que c'est. Ça, c'est l'ancienne femme de la finance qui s'exprime. Voilà, les trillions d'euros. Qui est-ce qui attend des augmentations de salaire? Je dirais que ce sont en priorité les femmes, parce qu'elles ont beaucoup souffert pendant la crise du Covid. Quand on fait des sondages, c'est elles qui attendent à 54%. C'est la première chose qu'elles citent avant la reconnaissance, avant le télétravail. Elles voudraient des augmentations de salaire, ainsi que les CSP-. En fait, les CSP+, ça ne fait pas trop partie de leurs préoccupations pour les mois, années à venir. Mais les ouvriers employés, oui. Et je pense que les premières lignes, secondes lignes, effectivement, ou première ligne, deuxième ligne, ont besoin de revalorisation. Et le SMIC, on dit qu'il y a beaucoup d'argent, mais le SMIC va passer de 10,25 € brut à 10,50 € de l'heure. Qui fait 35 € par mois. 35 par mois. 34,20 mais 34, voilà. J'ai arrondi à 35. C'est pas beaucoup. Juste un mot, parce que ça, c'est un débat qui touche aussi un certain nombre de pays européens riches, enfin les pays leaders. C'est les métiers sous tension.
On voit qu'aujourd'hui, il y a près de 600 000 emplois qui ne trouvent pas preneur. La restauration, le BTP, l'aide à la personne. Est-ce que ce n'est pas des secteurs qu'il faut revaloriser en urgence ? Je ne sais pas si le débat est posé de la même manière en Allemagne ou ailleurs, mais on voit que ces métiers ne sont pas attractifs. On a un vrai débat sur cette question. Alors, les Allemands vous disent, dans la campagne électorale, puisqu'ils sont en campagne électorale, c'est dans 10 jours. C'est dans 10 jours, que si en effet on veut faire fonctionner l'industrie allemande, quelle qu'elle soit, on pense à l'automobile. La fameuse mais, industrie allemande. On a besoin d'une main-d'œuvre parce que la natalité est beaucoup moindre en Allemagne qu'en France, que le travail des femmes n'y est pas favorisé comme nous, on a la chance de l'avoir. Pas la même en politique France, familiale. En tout cas, voilà. Tout moins d'aide à l'éducation des enfants très tôt, la prise en charge, etc. Si vous n'avez pas une babysitter ou les moyens de payer quelqu'un, il n'y a pas d'offre publique pour l'instant. Et donc, en effet, il y a besoin d'un apport de main-d'œuvre qu'on ne trouve plus en Allemagne, puisqu'il n'y a pas assez de... Donc, en effet, il y a la question de faire venir des gens qualifiés donc, pour trouver des travaux. On a vu... On se souvient des Syriens, excusez-moi, Pascal. Oui, ou des Afghans demain. Les Afghans demain. On a vu dans la crise qu'un certain nombre de métiers difficiles, dans l'hôtellerie ou la restauration, ne trouvaient plus de preneurs. Donc, il faut se poser la question, en effet. Et puis, il y a, en effet, tous ces travaux précaires. Alors, vous parliez des femmes. Moi, je suis scandalisée par le fait qu'encore aujourd'hui, il y a une différence dans quelconque entreprise entre la rémunération d'une femme et la rémunération d'un homme. Ça a commencé par l'administration française. L'administration étant très en retard sur ces sujets. L'État n'est jamais le meilleur élève. C'est un vrai combat que l'Europe mène justement pour l'égalité de salaire homme-femme. L'égalité à travail égal, salaire égal. Il n'y a pas de raison que on est à quoi, une femme 20% c'est 20%. C'est 16% en moyenne dans l'Union européenne. 5-6 ans. Ça diminue un tout petit peu, c'était 20, c'était 16, mais c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc il faut en effet poser la question de savoir pourquoi en effet les femmes sont moins bien payées, et c'est aussi valable pour les sportifs de haut niveau qui ont fait, ou des actrices, donc c'est dans tous les domaines. Donc en effet. Et puis il y a en Allemagne, vous le citiez, ce qu'on a appelé les mini-jobs. Alors, les mini-jobs, si on faisait ça en France, on nous dirait « Haro, vous exploitez la jeunesse, etc. » C'est en effet des jobs partiels, voilà, qui sont à, aujourd'hui, 500, 600 euros, vous me confirmez, François Ville, de rémunération. Donc, en effet, quand on dit ça, mais ce n'est pas un travail à temps plein, ça permet éventuellement à des jeunes de se mettre le pied à l'étrier. Le SMIC jeune, vous vous rappelez, ça avait fait descendre quelques milliers de personnes dans la rue. Ça existe en Allemagne et dans la campagne électorale. Et c'est existe aussi dur pour l'agriculture, où ils emploient des saisonniers. Et si on parle d'augmentation de salaire aujourd'hui en Allemagne, c'est sur ces mini-jobs que ça se fait et que le point se met en place. Pascal Joannin, je ne veux pas vous exclure du débat, vous allez y prendre part, mais il y a le débat franco-français, puisqu'on parle de salaire. Il y a une catégorie de salariés qui sont des fonctionnaires, ce sont les professeurs. Lancé par Anne Hidalgo, ça c'est un débat aussi européen. Bien sûr, mais je dirai un mot tout à l'heure. Et parce que les salaires, quand on les compare des professeurs français par rapport à la moyenne européenne, c'est vrai que c'est des salaires qui sont légèrement plus bas. On augmente ou on double les salaires des profs. Est-ce que vous dites, voilà une bonne idée lancée dans la campagne, lancée par Anne Hidalgo, qui est candidate socialiste? C'est une très bonne idée. C'est annoncé pour moi n'importe comment. Je ne vais pas critiquer les femmes en politique, parce que je vais me discipliner, mais ça donne une pas très bonne image, parce que elle est tombée, Jean-Luc Mélenchon est gentil, il dit qu'elle est rock'n'roll, elle est tombée aussi dans le quoi qu'il en coûte, finalement, sa mesure... Il y a quand même d'autres hommes qui le font aussi, mais c'est un autre chose. Il y a du rasage gratis chez tout le monde. Oui, non, mais là, en début de Parce que Valérie Pécresse, c'est les policiers, puisqu'on parle de salaire, elle évoque aussi le doublement des salaires des policiers. Chacun y va de son doublement. Pour les enseignants, ce serait 150 milliards le coût de la mesure. C'est ce que dit M. Blanquer. Voilà. Après, ce chiffre est un peu contesté, mais ce qui est vrai, c'est que Mme Hidalgo, on voit les finances de la ville de Paris, Mme Hidalgo a toujours été un peu fâchée avec les chiffres. Je pense qu'elle a d'autres talents que les chiffres. Vous voulez dire qu'il y a un trou à la mairie de Paris? Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, les finances sont évaluées de façon assez défavorable, au détriment de tous les Parisiens. Une fois qu'on a dit ça, je pense que la question de la revalorisation de la condition enseignante est essentielle. On voit bien qu'aujourd'hui, on manque de professeurs, il n'y a plus de candidats, et par ailleurs, le niveau des professeurs a baissé. On dit souvent que le niveau des élèves baisse, mais surtout le niveau des professeurs a baissé. Donc ce métier n'est pas assez attrayant, et c'est pour ça que les gens n'y vont plus. Et par ailleurs, il n'est plus assez considéré non plus, parce que les gens sont trop mal payés. Une fois qu'on a dit ça, doublement, ça c'est un chiffre lancé en l'air. Les métiers qui se féminisent, François, qui se féminisent par ailleurs. Mais qui se féminisent, on est bien d'accord, mais de toute façon, et qui s'approuvent, qui se prolétarisent. Il y a d'autres professions comme ça, et donc aujourd'hui, on a un vrai problème. Il faut revaloriser la condition enseignante. Une fois qu'on a dit ça, le doublement n'est pas financé, n'est pas finançable. Il faut réfléchir beaucoup plus largement à la
aux façons de redonner beaucoup d'attrait à ce métier. Et c'est pas simplement sur le doublement de salaire. Et vous avez vu également que le président de la République a dit on va donner aux proviseurs le droit, un droit finalement de choisir leurs enseignants et de choisir leurs enseignants. Et quand vous en parlez aux proviseurs, ils disent nous c'est pas ce que nous voulons. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est plus de moyens pour simplement être en mesure d'exercer correctement notre métier. Donc il faut peut-être d'abord essayer de comprendre quelles sont leurs problématiques, ce qu'ils souhaitent, avant de lancer des mesures en l'air qui sont de pures promesses qui ne seront jamais tenues. Pascal, je vous donne la parole, parce que c'est intéressant d'avoir aussi le regard des pays européens, comment ils gèrent cette question. Mais juste d'un mot, Marine et François, le donnant-donnant, parce que c'est vrai qu'on peut imaginer d'augmenter sérieusement le salaire des professeurs, parce qu'il est relativement bas, notamment pour les professeurs qui vivent à Paris, dans des grandes villes et qui ont besoin de se loger. Est-ce qu'il y a un peu de donnant-donnant? Est-ce qu'on dit aux professeurs, en même temps, comme l'avait évoqué secrètement Ségolène Royal pendant sa campagne en 2007, il faudra qu'il fasse 35 heures, il faudra qu'il soit plus disponible pour les parents, il faudra qu'il fasse de l'accompagnement scolaire pour les enfants. Est-ce que ça passe aussi par là? Parce que ça manque un peu dans le discours de Mme Hidalgo. C'est vrai que ce qu'on dit, c'est que par rapport à l'Allemagne, par exemple, un professeur en France travaille 18 heures, en Allemagne 28 heures. Et donc, ils sont payés double en Allemagne, mais il y a quelques raisons. Donc, mais moi, je rejoins tout à fait François Vigne sur le fait que ce n'est pas que le salaire qui pêche. Pas du tout. C'est la manière dont on organise la vie éducative. Voilà, les conditions de travail, les perspectives. C'est très vrai. Pascal Joannin, les Allemands sont mieux payés, les profs allemands. Alors, oui, mais surtout... Alors, mieux reconnus, je trouve. Moi, j'ai l'exemple des pays du Nord. Excusez-moi, c'est... le fameux modèle nordique. Non, mais le modèle nordique, rien ne peut être transplanté comme ça d'un côté à l'autre d'une frontière. Il y a des traditions, il y a des histoires, il y a des cultures. Mais... ce qui est vrai en France, sur la crise des vocations, sur le fait que le métier n'est pas valorisé, n'existe pas dans certains pays, et je vais prendre exceptionnellement le pays le plus au nord, Suède et Finlande, où au contraire vous avez un métier qui est valorisé, avec en effet des gens qui viennent candidater, et en effet un enseignement qui a été complètement revu. Quand vous voyez... géré par un ministère central? Géré par un ministère central dans certains pays, parce qu'en effet, on apprend les matières obligatoires, mais il y a plein de choses qui sont ouvertes sur la vie, sur le travail, sur la vie à la maison, sur la vie dans la société. Il y a des cours d'éducation qu'on imaginerait sur le monde. En France. Et donc, on a en effet des écoles ouvertes, avec en effet des enseignants qui sont peut-être mieux rémunérés, mais surtout qui sont davantage impliqués parce qu'ils bénéficient d'une valorisation. Et là, moi, je crois que c'est très important. Deuxième chose. Et juste, je peux me permettre de préciser, la conséquence, c'est que le niveau s'améliore dans ces pays, le niveau s'améliore. Notre PISA nous baisse. C'est-à-dire qu'au CCP, et donc, les enfants vont à l'école de gaieté de cœur. Il y a une égalité entre les garçons et les filles. C'est pas du tout. Donc, on apprend le tricot, par exemple, en Finlande, on apprend le tricot. Vous allez me dire, on sait ce que c'est que les travaux manuels. Tout ça paraît bizarre, mais finalement, voilà. Deuxième chose que je voulais dire... C'est la troisième, Pascal. Attention, je suis vos choses. Là, c'est la troisième. C'est peut-être pas le mot de la fin, mais la troisième chose, quand on parle de finances, et donc de finances publiques, puisque là, il s'agit de rémunérer des fonctionnaires, on a, nous, en France, atteint la cote d'alerte. C'est-à-dire que on a eu le quoi qu'il en coûte, mais on avait déjà avant le quoi qu'il en coûte une dette publique, un endettement public qui était au-delà les normes. On n'en parle plus, c'est fini, c'est plus le sujet. Attendez. Alors, en effet, on a mis sous le tapis le fameux pacte de stabilité et de croissance pour 2021-2022. Et on va rouvrir le débat, et Mme von der Leyen l'a dit hier dans son discours sur l'état de l'Union, mais sans précipitation, pour pas non plus faire une crise. Mais on sait que les pays du Nord, alors là on revient sur les pays du Nord, y compris l'Allemagne, sont très vigilants sur la rigueur budgétaire. Oui. Donc si on commence dans la campagne électorale française, qui aura lieu donc au printemps 2022, à imaginer des dépenses faramineuses, où on va se dire, nos partenaires européens, nos partenaires européens vont nous regarder avec des gros yeux en disant « Ah mais ces maudits Français, ils ont explosé les compteurs et ils vont continuer ». Marine Balançard, alors votre regard, vous, très franco-français, mais qui est intéressant, c'est que si on continue à dépenser autant, déjà, on sera mal voir de nos amis européens et allemands pour un résultat qui va être terrible, parce qu'un jour ou l'autre, cette dette, il faudra la payer. C'est un peu c'est les telots de Danaïde, en fait, cette affaire. Hein. Non, mais l'énorme problème, c'est qu'Emmanuel Macron nous avait dit qu'on allait tendre vers l'Allemagne, vers une rigueur budgétaire, il l'a dit. Et rejoindre la tête de l'Europe. Mais on n'est pas du tout sur cette stratégie. Comme la Grèce et l'Italie, en termes d'endettement. Donc, il y a un énorme problème. Enfin, pour moi, c'est le problème majeur qui doit être évoqué pendant la campagne, c'est comment on va avoir assez de productivité, de création de
richesse pour pouvoir rembourser et rattraper cet endettement colossal et qui n'était même pas de l'investissement, c'est de la dépense. On a dépensé incroyablement. Pour revenir au cœur de notre émission, pendant ce temps-là, les salariés disent moi, mon salaire est trop bas parce que j'arrive plus vraiment à vivre avec ce que je reçois. Les chefs d'entreprise disent mais attendez, je ne peux pas forcément vous augmenter. Il n'y a pas tant de salariés qui disent ça, il faut être clair. Il n'y a pas tant de salariés qui disent ça. Il y a beaucoup de salariés, comme on le disait, qui s'estiment correctement payés, qui n'ont pas beaucoup souffert de la crise. Il y en a certains, il y a certaines professions, les premières lignes, mais là encore, ça dépend des professions. Non, mais j'ai globalisé. Je parlais des professions, évidemment, des métiers pénibles, des métiers peu valorisés. Et encore une fois, je le redis, aide à la personne, dans les EHPAD, tous ces secteurs qui sont en grande difficulté. D'ailleurs, on a évoqué tout à l'heure les Allemands qui avaient une stratégie autour des flux migratoires, les utilisant d'ailleurs à dessein pour remettre... Une immigration qualifiée dont ils ont besoin. Dont ils ont besoin pour faire tourner la machine économique allemande. Je voudrais mettre un tout petit bémol. Parce que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur l'idée que... Donc le pétrole plus 17%, le gaz plus 31%. Donc il y a quand même un problème de pouvoir d'achat. Et ça va rythmer le quinquennat. C'est-à-dire central. C'est comme une valse à 3 temps. Il y a eu les gilets jaunes avec le pouvoir d'achat. La crise où plus personne n'achète rien et les salariés ne demandent plus rien, ni augmentation de salaire, et de toute façon ils ne dépensent plus, ils n'ont plus envie. Ils sont chez eux. Là, le troisième temps de la valse, c'est que l'inflation, alors, dont on nous dit qu'elle va être temporaire, flambe. Et le pouvoir d'achat, ça se repose pour donc une thématique présidentielle. Mais oui. Mais il faut quand même toujours éviter de... François Vigne, l'inflation, parce que vous êtes aussi dans la finance, l'inflation aussi terrible que ça ? Là encore. Ça dérape ou pas ? Là encore, il y a de l'inflation aujourd'hui, mais cette inflation, c'est une inflation simplement parce qu'on a besoin d'adaptation du système. A priori, tout indique que l'inflation va se calmer après, sauf si on l'entretient par des mécanismes de salaire. Donc pour vous, il y a un danger économique. Donc aujourd'hui, le danger, c'est celui de la fuite en avant, et comme ça, on alimente de l'inflation, qu'en plus, on ne saura pas arrêter, parce qu'il est très difficile d'augmenter les taux d'intérêt compte tenu de l'importance de la dette des États. Donc on a déjà fait n'importe quoi depuis 2 ans, si on continue à faire n'importe quoi, on est sûr d'aller dans le mur. Donc je pense qu'à un moment, il faut prendre un peu de perspective. Donc vous êtes d'accord là ? Non, mais quand on augmente les salaires, on les augmente de façon structurelle. On ne va pas les baisser dans un an. Donc, si jamais l'inflation s'arrête, les salaires auront augmenté. C'est quelque chose qu'on a. Donc, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas oublier non plus, quand on parle même du SMIC, il y a 3 ans, on parlait de régionalisation du SMIC, etc., pour l'abaisser, pour que les gens rentrent sur le marché du travail. Donc, je pense qu'il faut quand même arrêter de réagir toujours dans le court terme. Il faut prendre un peu de hauteur. Il y a des gens qui ont besoin d'être aidés, en particulier ceux qui sont en dehors du système. Il y a des professions qui ont besoin d'être valorisées. Celles des professeurs, celles de certaines premières lignes, etc. Les policiers, excusez-moi d'y revenir. Et inversement, il y a des gens qui n'ont pas besoin. Et il faut faire attention à tout ça plutôt que de faire des bêtises tout le temps. Et donc de créer des poches finalement de gens bien protégés aux dépens de ceux dont vous parlez depuis, qui sont sortis du système, qui sont des précaires ou des demandeurs d'emploi. Malgré sur l'inflation, Pascal, un mot, mais un mot. Sur l'inflation, elle a augmenté, mais elle est passée au-dessus des 2%, qui est le pivot que la Banque centrale ou la Banque réserve américaine met comme au taux d'inflation normal. On était largement en dessous pendant très longtemps. Oui. Donc en effet, c'est pas une inflation gigantesque. Donc là, on a rattrapé. Il va y avoir peut-être des correctifs. Dernière chose sur le prix de l'énergie. Qui flambe. Oui, mais on a, nous, un avantage, c'est qu'on a une facture d'électricité beaucoup moins chère que nos amis allemands ou que nos amis... Parce qu'en effet, c'est un gros mot en Europe, mais grâce à l'énergie nucléaire. Mais en effet, là, on va avoir des débats homériques en Europe, parce que pour eux, c'est un gros mot, et l'Allemagne a arrêté le nucléaire à la suite de Fukushima. Mais en effet, nous avons notre facture d'électricité, il faut le dire, est beaucoup moins élevée que celle de nos partenaires, parce qu'en effet, on a fait le choix d'une énergie autonome, nucléaire. Il faut faire attention à ne pas déshabiller nos avantages. Enfin, il nous reste quelques milliards là, entre le drame d'Areva et les déficits d'EDF. C'est vrai qu'on a quand même quelques difficultés sur ce sujet. Je ne sais pas, ça sera un sujet présidentiel, je ne crois pas, c'est très technique, mais... les Britanniques hier ont eu besoin d'une électricité que nous produisons pour qu'ils n'y payent pas. Donc, les Britanniques, parce qu'on a toujours des réseaux qui passent sous la Manche. Avant de nous quitter, démagogique ou pas cette idée quand même d'Anne Hidalgo ? Vous dites c'est rock'n'roll, elle la jette en l'air parce qu'après tout c'est sa clientèle électorale pour faire de la politique, mais il y a quand même pas mal de personnes qui disent il y a des catégories, professeurs, policiers, qui sont des gens qui sont quand même du pouvoir régalien et qui tirent la langue. Oui. Quand même. Oui, c'est démagogique parce qu'après les professeurs, il y a les policiers et puis il y a tout le monde en fait. Dire on va doubler le salaire des enseignants... Doubler, c'est vrai que c'est extravagant. D'après les réactions qu'on a pu voir, les professeurs considèrent eux-mêmes que c'est démagogique, d'autant plus qu'ils savent que ce n'est pas financé.
Donc, Il y a un débat sur les 150 milliards, vous avez vu, parce que Bien tout le monde ne dit pas 150, c'est 60, 30. mais de toute façon, que ça soit 60 ou 150 milliards, aujourd'hui, ce n'est pas financé. Oui, Pas mais financé. je Sur vois- l'Europe, vous ne voulez pas réagir? Parce qu'on est quand même observé d'assez près par les Allemands, parce qu'ils ont leurs affaires politiques à régler, ça va se jouer. Oui, il n'y aura pas le 27 mars un gouvernement, Voilà. pas le 27 septembre, Ça va être long à monter tout ça. Hein. Ça va être assez long parce qu'en effet, il va y avoir une coalition, probablement à 3, avec des discussions. Et vous savez qu'en Allemagne, on discute le contrat de coalition et on fait, pendant les 4 ans qui viennent, que ce qui a été prévu dans le C'est contrat. extrêmement Donc, voilà. structuré. Donc, Enfin, les Allemands ne vont pas Mais changer là- l'optique, ils vont nous Non, dire mais il faut vous mettre en règle là, Mais sur oui, le déficit. mais la solution, c'est de la productivité, la réindustrialisation, la création de valeur ajoutée en Et France. l'investissement et la formation. L'investissement, la formation. Bien sûr. Personne parle des réductions des déficits par peut-être réduire un tout petit peu les millefeuilles administratifs. On a créé des métropoles, on a créé des départements, il y a des régions. Enfin, tout ça quand même est très très lourd à porter, non? Enfin, ou alors je me Non, trompe. mais je pense que la réforme de l'État n'a pas. Enfin, Il n'a pas commencé. les gens parlent beaucoup, mais elle n'est jamais faite par les Elle hommes n'a jamais été politiques, faite. qui préfèrent Bah si, toujours il y a des s'occuper réformes. du privé, parce que en fait, c'est pas directement sur la responsabilité, plutôt que de s'occuper de ce qu'il devrait faire, C'est ça. c'est-à-dire la réforme de l'État. C'est Enfin, vrai. Et qui est essentielle parce qu'en plus l'État fonctionne mal. Donc l'État fonctionne mal et il coûte trop cher. Mais aujourd'hui, et en même temps, il faut mieux payer ces agents qui sont mal payés. Donc Sans compter certains fonctionnaires qui sont ni policiers ni professeurs, qui eux aussi considèrent qu'ils sont trop mal payés pour la fonction qu'on leur C'est-à-dire attribue. que ceux qui ne sont pas au SMIC risquent d'être dépassés par Bah oui. les gens au SMIC qui sont augmentés. mais Exactement. le vrai débat du prochain quinquennat devrait être la réforme de l'État parce que c'est ce Le qui est prochain, essentiel. c'est-à-dire après avril. Non, celui-ci. Ah, vous me faites peur. Il devrait être. Parce qu'il est fini le celui de la quinquennat, réforme de François. l'État. Oui, non, mais Non, il reste encore 8 mois. Oui, moi, oui, bien mais sûr. objectivement, ça devrait être parce que c'est ce qui serait nécessaire à la France. Aujourd'hui, la France a besoin de retrouver un État digne de ce nom. Ça devrait être le vrai débat. Un État avec des choix stratégiques, évidemment, et qui peut-être soit bien Stratégique, c'est le grand mot Et à la efficace. mode. Très- très à la mode. Bah oui, c'est très à la mode. Mais on voit, mais on voit quand même que c'est une vraie question qui mérite d'être posée au niveau européen parce qu'on s'en sortira, là encore, tous ensemble, si en effet on essaye d'être une force au niveau européen, parce que chaque État, même la France ou l'Allemagne qui est puissant, tout petit par rapport à la Chine, aux États-Unis, et si on Aux deux peut, blocs. demain, pour pouvoir donner un avenir aussi à tous nos citoyens, il faut aussi qu'on essaye de faire quelque chose pour que l'Europe marche Il y a davantage. du travail à faire en la matière. Bon. Exactement. Allez, on essaie de vous croire. On essaie de vous croire sur ce. On en entend souvent parler. Il faut tous partir ensemble. Dès qu'il y a un vote, personne n'est d'accord. Il faut toujours travailler ensemble, en tout cas. Alors, la solution, elle n'est pas forcément unique, mais elle est au moins harmonisée. Harmonisé. Rapport Schuman sur l'Europe et la classe permanente de l'Union européenne. Merci à vous, Pascal Joannin. Merci à François Vigne. Je ne veux pas vous oublier cette fois-ci pour le départ, associé chez Sycomore Finance, Corporate Finance et membre des entrepreneurs dirigeants chrétiens. Vous avez vu, je l'ai bien dit. Bravo. Merci à Marine Balançard d'être venue sur le plateau DG du cabinet de formation Ariséal avec ses articles sur la décision. Parce que tout ce dont on a parlé là, ce sont des décisions Oui. que l'on prend parfois à contre-temps, à mauvais escient ou parfois bien. Je viens d'envoyer mon livre à Emmanuel Macron, Eh bien, il est parti. mais j'attends une réponse. Et il est sur son, et je suis sûr qu'il est sur sa table de chevet, j'en suis certain. Absolument. Il lit la nuit, paraît-il. Il lit la nuit, il dort peu, dit-on. Il ne dort pas. Merci à vous trois d'être venus sur le débat d'actualité de ce vendredi. On termine par Fenêtre sur l'emploi avec Julien Morisson, qui est un habitué de notre émission. Il y a beaucoup de Français qui ont un peu marre du statut de salarié. Ils ont envie de passer à autre chose. Le salariat est en voie de disparition. Point d'interrogation. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec Julien Morisson, un habitué de notre émission. Bonjour Julien. Bonjour. Fondateur du cabinet BI, qui est un cabinet, faut-il le préciser, d'agents pour cadres et dirigeants, et non pas pour artistes, chanteurs et comédiens. Merci d'être là. Vous vous intéressez à un sujet qui est passionnant et dont on parle finalement en creux sur ce plateau assez régulièrement, qui est la fin du salariat, qui serait finalement une variété, une catégorie en voie de disparition. Vrai ou pas vrai? Disons que quand on regarde les chiffres, on voit que si le salariat était plébiscité au début du XXe siècle, alors à l'ère de l'industrialisation, naturellement, c'était naturel de vouloir du salariat, on s'aperçoit que depuis peu, le nombre de personnes qui travaillent en situation d'indépendance ne cesse d'augmenter. Pour information, on a à peu près 3,5 millions, 3,6 millions de personnes qui travaillent sous le statut indépendant. Donc ça vaut le coup quand même de s'y intéresser. Avec d'ailleurs une loi, un texte présenté par le président Macron, là, à la fin du mois, pour les indépendants. Exactement. Exactement. Ça dit quoi de notre société? En fait, ça dit des choses hyper intéressantes. Ça dit notamment le rapport qu'on a à l'entreprise, parce que c'est ça que ça dit en filigrane. C'est pourquoi je mets un indépendant? Plusieurs raisons. Un, parce que le rapport à l'entreprise, l'organisation, la hiérarchie, en réalité, ça ne m'intéresse plus. Et répondre, arriver avec des horaires un peu fixes, c'est plus ça que j'attends de l'entreprise. Mon évolution, en réalité, elle est quand même beaucoup plus complexe en interne, et donc j'attends autre chose. Et puis, j'attends aussi de concilier
ma vie personnelle et ma vie professionnelle, et on va être clair, le Covid n'a fait qu'accélérer ce phénomène. Des gens qui souhaitent quitter les grandes villes ou Paris pour travailler sous un angle un peu différent, et le statut d'indépendant colle parfaitement. C'est vrai que le Covid, on le dit pour plein de sujets, mais en particulier pour celui-là, a transformé et accéléré l'envie de, on le voit dans les études, de concilier vie privée, vie pro, d'avoir un peu de vie à soi, et c'est vrai que c'est un statut qui est assez agréable. Est-ce qu'il ne faut pas déchanter quand même, pour le dire simplement, parce que certains rêvent du métier, puis quand ils sont vraiment indépendants, ils se disent « Ah, mais je travaille encore plus que quand j'étais salarié ». Tout à fait. Alors, l'idée, c'est pas d'avoir une image un peu hagiographique, excessivement embellie de la situation. C'est pas le cas. C'est-à-dire, quand vous êtes indépendant, certains le voient uniquement comme le fait de gérer son temps, de ne plus avoir d'instructions par la hiérarchie, et puis de prendre un peu des vacances quand on veut. C'est pas que ça. C'est aussi gérer son administratif, c'est ses relances juridiques, et puis, j'ai envie de dire, c'est trouver des clients. Non, parce qu'il faut quand même être très clair. Quand vous êtes indépendant, il faut trouver vos clients, donc communiquer, savoir relancer, être dans des réseaux, bref, tout ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez avoir du chiffre d'affaires. Donc, ça ne convient pas à tous, ce statut d'indépendant. Il faut être très clair quand on y va. En revanche, c'est un réel moyen d'épanouissement lorsqu'on sait pourquoi on l'est. Sujet tabou ou pas encore on en parle ou ça reste quand même un peu le sujet tabou? Alors, ça a été hyper tabou. En fait, on va dire. C'était tabou. Dans les années 90, quand vous étiez indépendant, alors à l'exception un peu, bien sûr, de l'avocat et de l'infirmier libéral, c'était un peu, t'as pas trop trouvé de travail, donc en fait, tu t'es mis à ton compte. C'était un peu ça quand même, c'était souvent ça. Et du coup, il y avait un côté un peu tabou. Désormais, ça l'est plus du tout. C'est même revendiqué, et chez les jeunes, c'est complètement assumé. Quand même, quand on avait créé le statut, je me souviens très bien d'avoir invité le ministre qui avait inventé le statut d'auto-entrepreneur. Il y avait un vrai débat qui était un peu une éponge à chômage artificiel, parce qu'il y avait un auto-entrepreneur qui disparaissait dans les 3 mois de création. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce risque-là aussi? Ce qui est important, c'est que quand on regarde le chiffre d'affaires moyen, on est autour d'entre 25 et 30 000, ce qui n'est pas ridicule. Maintenant, on va remettre un peu l'exhumer du village, puisqu'on est dans cette moyenne d'indépendance. On va avoir de l'avocat d'affaires qui est indépendant, avec celui qui ne génère pas 1 euro de chiffre d'affaires. Donc, c'est nuancé. En revanche, c'est un moyen de remettre le pied à l'étrier, pour certains. C'est un moyen aussi, et ça, je pense que c'est important de se dire, moi, j'ai suivi une formation en marketing. Je sais qu'une entreprise ne me recrutera pas, parce qu'en France, si on n'a pas fait 10 ans de marketing, je vais mettre à mon compte. Et puis, c'est un moyen d'expérimenter si finalement, c'est pas mauvais. Si ça marche, tant mieux. Exactement. Et puis, si ça marche pas, ça m'aura donné aussi quand même une expérience. Ça permet aussi de reprendre confiance en soi. Et ça permet pour certains, notamment, moi, j'étais à un réseau d'immobilier il n'y a pas assez longtemps, certains doublent, triplent, quadruplent en chiffre d'affaires, parce qu'on parlait de salaire tout à l'heure, un salaire auquel ils n'auraient jamais pu prétendre en restant dans l'entreprise. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est aussi, vous savez, les autodidactes dans l'entreprise, c'est plus difficile. Et là, c'est un moyen de se réaliser, de rejoindre une communauté, quand on est dans des réseaux un peu structurés, pour se développer, mais en ayant votre propre organisation personnelle. Donc, pour le dire comme un paysan, on peut tirer ses marrons du feu en étant indépendant. Julien, avant de nous quitter, il y a quand même quelques secteurs plus plébiscités que d'autres. Alors, on en connaît quelques-uns qui sont leaders. On les voit et même on est transporté par eux parfois. Exactement. Alors, on les voit avec des sujets d'ailleurs plus ou moins tabous, c'est-à-dire la livraison à domicile. On les voit aussi avec les VTC. D'ailleurs, requalification par requalification. Ça fait partie des enjeux d'ailleurs développés, que ça soit au niveau du gouvernement, demandé aussi par les organisations syndicales. Bien sûr. Et puis, on a aussi des profs. Et puis, on a aussi tout ce qui concerne le marketing, le design. D'ailleurs, il y a beaucoup de plateformes qui se développent. Vous les connaissez. Il y a notamment Malte, mais pas uniquement, qui promeut finalement ce statut d'indépendant. Un dernier mot quand même, parce que ce sujet-là est posé par le texte de loi qui sortira à la fin du mois de septembre. C'est aussi bien dire aux indépendants que le statut social et la couverture sociale, c'est pas tout à fait la même. Vous êtes indépendant, donc le statut social, il faut aussi bien expliquer. La mutuelle, la retraite, bref, tout ce qui fait un peu les atouts, on va dire, du salariat, c'est vous qui vous la créez. Donc, c'est vraiment, après, moi je considère qu'il faut vraiment prendre ce statut en toute connaissance de cause et d'avoir les règles du jeu. On peut jouer quand on a les règles du jeu, en indépendant. Exactement, et être informé quand même avant de se jeter dans le vide, parce que c'est quand même... Interroger, poser des questions, et puis si vous avez un peu peur, rejoignez des réseaux qui sont un peu structurés, qui vont vous rassurer, parce qu'il y a déjà des précédents. Merci Julien Morisson. Je le précise, faites partie de ces incontournables influenceurs de Smart Job, parmi Amélie Favre-Guittet, Jean-Pascal Mollet et Flaubert Vuillier. C'est un cercle très étroit de spécialistes. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous avez monté le cabinet BI. Merci de nous avoir éclairé justement sur ces indépendants dont on a parlé notamment avec le ministre Griset il y a quelques jours sur ce plateau. Merci à vous. Merci de votre fidélité évidemment. Merci à toute l'équipe. Merci à Hector à la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer, évidemment. Merci à Margot Ruot. Et merci à vous tous qui réagissez, qui nous regardez. C'est un vrai plaisir. Passez un bon week-end. Et je serai là lundi, évidemment, en pleine forme. Bye bye.